ces raies K-alpha 1, K-alpha 2 ont des énergies spécifiques. C'est des énergies que vous retrouvez, prenez TP22, à la page 4, 7, à la page 8, vous retrouvez les énergies spécifiques de liaison. Donc c'est dans TP22. C'est une image d'un tableau qui s'appelle Table 2 Atomic Electron Binding Energies, qui veut dire énergie de liaison des électrons atomiques. Donc il y a des physiciens atomistes qui se sont cassés le cul à calculer et à expérimenter les énergies de liaison de tous les électrons, de toutes les couches et de toutes les sous-couches de tous les atomes. Et vous voyez que vous avez, prenez à cette page-là, PA Z égale 56. L'électron de la couche K, vous le voyez, est lié à 37 440, donc 37 keV, 37,44 keV, 37,4 406 keV. L'électron de la couche L1 a une énergie, mais on s'en tape, puisqu'il n'y a pas de transition entre L1 et vers K. C'est une question qui m'a été posée aussi mardi. En disant, mais pourquoi on passe de L2 vers K, on passe de L3 vers K et pas de L1 vers K? Je vais revenir dessus dans un instant. Donc on s'en fout de l'énergie de liaison L1 de l'électron sur la couche L. Mais par contre, nous intéresse l'énergie de liaison de L2 et de L3. Donc vous voyez que vous pouvez faire la différence des énergies de liaison de L2 ou de L3 en faisant transiter cet électron de la couche L2 ou L3 vers la couche K. Vous faites la différence d'énergie de liaison. Et vous voyez d'ailleurs que L2 et L3 sont séparés de 4000 électronvolts. Donc 4000 électronvolts à 32 keV, notre trait est centré sur 32 keV, 4000 électronvolts à 32 keV, eh bien, on n'arrive pas à le séparer avec ce style d'électron, de détecteur, excusez-moi, avec ce style de photomultiplicateur. D'ailleurs, vous avez un petit peu plus loin, là j'étais à la page je ne sais plus combien, mais en dessous, pas le tableau qui suit, mais celui d'après, table 6, Notation of X-ray Transition, vous avez justement toutes les transitions K-alpha 1 de L3 vers K, K-alpha 2 de L2 vers K, K-alpha 3 de L1 vers K. Et à cette occasion-là, justement, la question m'a été posée, mais pourquoi ne transite-t-on pas de L1 vers K, puisqu'à priori, il y a aussi des électrons en L1? Alors la question est tout à fait judicieuse. Elle fait appel à des notions, je dirais, de mécanique quantique, à la particularité de la mécanique quantique. C'est qu'on passe d'une couche à une autre couche, on devait schématiser comme ça. Dans la réalité, on ne passe pas d'une couche à une autre couche, on passe d'une configuration d'un électron à une autre configuration d'un électron, sans passer par l'intermédiaire. Et c'est la particularité de la mécanique quantique, qui est qu'on passe d'un état à un autre état sans passer par le milieu. Et la couche L1, c'est une couche circulaire. Et la couche K, c'est une couche circulaire aussi. Et on ne peut pas passer d'une situation circulaire à une situation circulaire, elle aussi concentrique, plus vite, à l'intérieur, emboîtée à l'intérieur, puisque la zone intermédiaire est infranchissable. Je vais schématiser, avoir une représentation classique qui est complètement fausse d'ailleurs de la réalité. La réalité n'est pas représentable. Donc, je suis obligé de m'en tenir à des images, mais qui sont des images fausses. Donc, en quelque sorte, on peut dire qu'on ne passe pas d'une situation circulaire à une autre situation circulaire concentrique, parce qu'il faudrait passer par l'intermédiaire. Tandis que les couches, les orbitales L2 et L3 sont des orbitales en aile de papillon.
partent depuis le centre, donc le noyau, sont en aile de papillon, donc qui vont obligatoirement traverser la couche K. La couche K qui, elle, est circulaire autour du noyau. En fait, la densité de probabilité de présence. Donc ça veut dire que, puisqu'il y a une zone de croisement entre les deux couches, l'électron, en quelque sorte, a plus facile à passer une forme, forme en aile de papillon, une densité de probabilité de présence en aile de papillon, à une forme circulaire. Coquille creuse, en quelque sorte. Voilà. Alors, dire que ça ne se fait pas, ça voudrait dire, et c'est ce que disent assez souvent les physiciens atomistes, c'est que c'est une transition interdite. Alors, rien n'est vraiment complètement interdit en mécanique quantique. La probabilité que j'ai les joyaux de la couronne d'Angleterre dans mes mains quand j'ouvre mes mains n'est pas nulle, parce que la fonction d'onde, là où je me trouve ici à Paris, la fonction d'onde des électrons et particules qui constituent les joyaux de la couronne d'Angleterre, la fonction d'onde n'est pas nulle, à quelques centaines de kilomètres de là. Là où je me trouve, la fonction d'onde des joyaux de la couronne d'Angleterre n'est pas nulle. Mais bien entendu, elle est extrêmement faible, extrêmement mince, et la probabilité qu'en ouvrant les mains, j'ai les joyaux de la couronne d'Angleterre à l'intérieur, que ça soit délocalisé en quelque sorte, que tous les nucléons, tous les électrons soient délocalisés, la probabilité est extrêmement faible, et c'est pour ça que régulièrement j'ouvre les mains, mais toujours déçu. J'ai rien à l'intérieur. Donc, la probabilité n'est pas complètement nulle que ça se fasse, de transiter de L1 vers K. Ça n'est pas complètement nul, mais c'est extrêmement faible. Ce qui veut dire en termes de probabilité, quand on a une probabilité très faible, ça veut dire qu'on a un temps très long. Et donc, si on a une lacune en couche K, plutôt que d'attendre que l'électron de la sous-couche L1 descende dans K, eh bien, on préfère l'électron de la sous-couche L2 ou de la sous-couche L3 descendre à sa place. Donc c'est ça qu'on appelle les transitions interdites, c'est des transitions qui ont une probabilité de se faire tellement faible, que ça dure tellement longtemps que ça ne se fait pas, que c'est remplacé par quelqu'un d'autre. Voilà donc l'explication de l'arrêt X. Le 32 keV, 32062, dont vous pouvez trouver la K-alpha 1 et la K-alpha 2. Donc vous voyez que vous avez des histoires à raconter quand même. Hein. Mais à votre manière, vous me racontez ce que vous voulez. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous ayez compris et que vous me montriez que vous ayez compris quelque chose. Donc à chaque fois, c'est des processus simples, c'est des trucs simples, mais c'est une longue histoire, un film un peu long à raconter, effectivement, on veut vraiment le raconter dans le détail. Si vous me dites, il y a une transition K-alpha 1 et K-alpha 2, K-alpha 1 et K-alpha 2, j'imagine que vous avez compris ce que ça voulait dire, c'est pas la peine de m'expliquer, ou alors entre parenthèses, transition de L3 vers K, transition de L2 vers K. J'imagine que vous avez compris ce dont je vous parlais. De toute façon, je m'en apercevrai tout de suite si vous n'avez rien compris à ce que vous racontez, c'est évident. Donc, la raie X est une raie qui vient du cortège électronique du baryum, qui est la suite d'une conversion interne, et donc de la relaxation du cortège électronique qui a subi une lacune en couche K. Alors, on le verra aussi avec l'américium. Pourquoi spécifiquement en couche K? Parce que, d'une part, c'est la couche la plus proche, donc susceptible d'interagir le plus avec le noyau. Donc, deuxièmement, et on le verra aussi avec l'américium, c'est des électrons de la couche K, des électrons qui ont une énergie de liaison qui est inférieure à l'énergie équivalente qui est à 662 keV, d'un gamma de 662 keV, donc ils vont partir avec de l'énergie cinétique, mais s'ils ont une énergie de liaison inférieure à 662 keV, ça veut dire que c'est eux on peut les arracher, justement. Parce qu'il y a des électrons qui peuvent être très fortement, ça sera le cas de l'américium, très fortement liés, et les électrons de la couche K, là, pour le coup, c'est pas eux qui vont morfler, c'est les électrons de la couche L. Parce qu'ils sont moins liés. Ils sont liés avec une énergie qui est en dessous du phénomène de conversion interne du gamma équivalent.
Donc, les électrons de la couche K ayant une énergie de liaison qui n'est pas suffisante, c'est eux qui vont morpher. Et puis, c'est plus facile de se mettre d'accord avec les électrons les plus proches que de se mettre d'accord avec une kyrielle d'électrons qui se trouverait trop loin, puis d'ailleurs qui n'en ont rien à foutre de ce qui se passe au premier étage ou au deuxième étage. Eux, ils habitent au cinquième ou sixième étage, ils n'entendent même pas la musique, donc on fout un peu. Voilà, donc ça ne les concerne pas, cette affaire-là. Et puis d'ailleurs, le noyau entretient une relation épistolaire avec eux. Il entretient une relation pas très importante avec eux parce que d'une part, ils se trouvent trop loin. Tant et si bien d'ailleurs que les chimistes qu'il peut y avoir parmi vous, ou ceux qui ont des connaissances de chimie, savent bien que vraiment dans les couches très très externes, on fait des liaisons covalentes, c'est-à-dire qu'on peut même prêter des électrons à quelqu'un d'autre, Na+, plus Cl-. Ça dit bien que le sodium peut prêter un électron au chlore, devenir Na+, alors que le chlore devient Cl-. Donc c'est pour vous dire, si les électrons, quand ils sont loin du noyau, ils font un peu ce qu'ils veulent. Hein. Quand on est proche du noyau, on ne fait pas ce qu'on veut. Et surtout quand le noyau commence à s'énerver, ça se sait. Donc, c'est l'électron de la couche K, en l'espèce pour le césium, c'est l'électron de la couche K qui morphe. Et vous avez les transitions qui correspondent aux transitions de L vers K. L2 et L3 vers K. Donc 30 keV, 32 keV très exactement, 32,062. Alors, je reviens sur le spectre 3,1. UP3,1, spectre 3,1. Vous avez donc deux raies maintenant. Une raie de 662 qui est une gamma pure, et une raie X de 32 keV qui n'est pas pure, mais dont on connaît le centre de gravité, à 32 keV. Alors, puisqu'on a deux raies, on a deux points, et au sommet de ces raies-là, deux énergies moyennes, on va dire, deux énergies moyennes qui peuvent nous permettre, puisque maintenant on a deux points, de faire un étalonnage. Y égale à X plus B. C'est-à-dire de convertir ce que vous avez en abscisse, les numéros de canaux. Vous voyez bien que vos raies sont parties sur canal 500, canal 1000, canal 1500. Vous avez tout ça dans le tableau à gauche. Et vous allez pouvoir vérifier si vous êtes capable de tracer Y égale à X plus B. Avec des énergies connues, c'est-à-dire de convertir les numéros de canaux en énergie. De mettre la RX, numéro de canal, à la louche, je ne sais pas moi, quelle gueule ça doit être 70, un truc comme ça, peut-être. Je vais dans le canal 70, à peu près là que est le pic. Je regarde d'ailleurs dans le tableau Excel. Alors, le maximum, oui, c'est ça, on est à 29 000 coups, ou canal 79-80, voilà. Bon, ben, c'est à peu près là le sommet du pic 79-80 au canal 79. C'est là qu'est la pointe du pic, c'est là que sont les 32 keV. Alors, c'est pas tout à fait la pointe du pic parce que ça serait la pointe de K alpha 1. Or, l'arrêt, c'est K alpha 1 et K alpha 2. Donc, pour les plus perfectionnistes d'entre vous, vous pouvez faire le calcul du centre de gravité de cette répartition-là, de cette raie-là. Vous pouvez faire justement le calcul du centre de gravité. Savoir, vous savez comment on calcule un centre de gravité, hein. C'est la somme des valeurs multipliée par la somme des positions divisée par la somme des valeurs. Comme mg, comme on calcule le centre de gravité mg. Et donc vous pouvez trouver avec le calcul du centre de gravité ça. Pour les puristes, vous pouvez essayer de simuler une gaussienne avec une exponentielle x moins x moyen sur sigma. Donc vous déterminez la valeur de l'énergie moyenne en tentant des choses. Vous déterminez la valeur de la largeur en tentant plusieurs sigma, et puis vous pouvez essayer de voir comment vous corroborez le centre de gravité ou le sommet du pic avec cette fois une gaussienne. Certains m'ont posé la question, est-ce que je peux faire une gaussienne? Oui, bien sûr, faites ce que vous voulez, hein. Vous démerdez, vous êtes sur un programme de recherche, donc vous êtes sur un programme où vous investiguez par vous-même avec vos moyens intellectuels. Alors vous pouvez faire la même chose sur l'arrêt de 662 keV, qui est l'arrêt de gamma. Et là aussi, vous contentez du pic. Alors le pic, là, ça va être un peu plus emmerdant sur le gamma, parce que vous voyez qu'il est situé à peu près entre 1500 et 2000, donc admettons 1750. Alors si je vais voir en bas du tableau ce que j'ai aux alentours de 1750, c'est un peu plus chahuté, hein.
Parce que 1750, on voit qu'à 1750, très exactement, je suis à 27 529 coups. C'est pas le maximum, le maximum est à 28 000, mais il y a des 29 000 qui traînent un peu plus loin, il y a des 27 000 qui traînent aussi. Donc le sommet est un peu chahuté. Si vous faites un zoom du sommet, vous allez voir que c'est un petit peu bouilli, quoi. Parce que effectivement, il y a de la statistique derrière, ça fluctue beaucoup. Donc là, ça serait bien effectivement de calculer le vrai centre de gravité en faisant un calcul de centre de gravité, de faire le cas échéant une vraie gaussienne pour les puristes, et puis de confronter les deux d'ailleurs. Et puis si vous n'êtes pas d'accord sur les deux valeurs, de prendre la moyenne. Enfin, vous vous démerdez, quoi. Vous investiguez, c'est ça le truc, hein. Vous êtes face à un problème et vous, avec les moyens du bord, avec votre intelligence, vous essayez de trouver. Et donc à partir de là, vous convertissez les canaux en énergie, 32 keV et 662 keV. Ça ne présente aucune Monsieur, difficulté. s'il vous plaît, Oui. comment on fait ça? J'ai pas trop compris avec les canaux. Comment on fait juste pour les convertir en... Ben, Pas trop tu compris. vas tracer, je dirais, tu vas faire un petit calcul simple de y égale x plus b. C'est-à-dire que tu as, dans les deux cas, si tu construis une droite d'étalonnage, son équation, c'est y égale x plus b, puisque c'est une droite, on est bien d'accord. Mhm. OK? Oui. Bon, reste à déterminer le coefficient A et le coefficient B. Mhm. Bon, donc tu as une première droite, note-le en même temps que je te le dis, notez-le tous en même temps que je vous le dis. On a une première droite qui va être y1 est égal à ax1 plus b. La Mhm. droite d'étalonnage va vérifier ça, va vérifier un premier point y1 égale ax1 plus b, et va vérifier y2 égale ax2 plus b. Ouais. Et dans x1, y1 et x2, y2, c'est justement à la fois la position x1, le numéro de canal de notre pic, et y Mhm. à laquelle il se trouve. Donc si toi tu décides que le numéro de canal pour x1, c'est le canal 70, eh bien tu dis canal 70, y1 va être égal à 32, 32 000. 32 062 très exactement. Et y2 va être pour le numéro de canal, on a dit 1750, et l'énergie va être 662 keV, 662 000 électronvolts. Donc à partir D'accord. de là, puisque tu as deux équations, tu peux en sortir le A, tu peux en sortir le B. Mhm. Tu vas donc avoir une véritable droite d'étalonnage y égale à x plus b, donc j'ai pas les coefficients en tête. Et donc maintenant, puisque tu as A et B, en injectant n'importe quel canal, n'importe quel numéro de canal, tu dois trouver l'énergie à laquelle ça se trouve, son énergie D'accord. correspondante. Voilà. Alors D'accord. justement, Merci. compris, ben, je suis là pour ça, hein. Donc, son énergie correspondante, excuse-moi, tu as bien fait de poser la question parce que cet étalonnage-là, ça va justement être un étalonnage dont tu vas pouvoir vérifier la certitude. Avec quoi? Et avec deux entités particulières qui ont été traitées, dont j'ai déjà parlé, dans TP11. Revenez à TP11, revenez à 15/22, où vous retrouvez la partie droite du spectre, donc l'arrêt 662 keV, page 15/22 de TP11, et où vous trouvez deux caractéristiques intéressantes aussi, et maintenant que vous avez un étalonnage en main, vous allez pouvoir le vérifier. Pourquoi? Parce que vous avez deux caractéristiques intéressantes. La première, bon, le pic photoélectrique 662 keV, ça, vous l'avez en main, puisque c'est l'énergie que vous avez posée. Mais il y a deux caractéristiques intéressantes, c'est le front Compton et le pic de rétrodiffusion. Alors, front Compton, c'est justement le démarrage que les gammas commencent à faire n'importe quoi dans le cristal et dans le scintillateur. Il y en a qui rentrent, qui ressortent, bon, ils font toutes sortes de phénomènes.
qui va donner cette espèce de bruit de fond étendu.